Bonjour à toutes et tous et merci d'être encore là et de partager avec nous cette réflexion pour cette dernière session. Alors, cette dernière session, elle est pensée dans l'esprit un peu d'une table ronde conclusive ou d'une table ronde d'ouverture à la discussion collective autour d'une question qui a été posée d'ailleurs explicitement à plusieurs reprises au cours de ces 2 jours. Quelle est la contribution, quelles sont les modalités d'action des chercheurs en tant qu'individus et en tant que partie prenante de collectifs pour contribuer à faire tenir malgré tout la démocratie. Et donc ce qu'on vous propose pour cette table ronde, c'est que chacun et chacune des intervenantes et intervenants autour de cette table vont pouvoir à la fois se présenter, mais surtout en fait essayer de partager avec nous quelles sont leurs formes de pratique de la recherche et la façon dont, chemin faisant, ils pensent, essayent de contribuer par leur activité à la consolidation démocratique, puisque je ne crois pas que parmi celles et ceux qui sont autour de moi, il y ait des entrepreneurs de déconsolidation. Mais bon, on ne sait jamais, peut-être vais-je apprendre des choses. Donc, il va falloir y réfléchir, peut-être. Peut-être qu'il va falloir y réfléchir. Donc, ils vont se présenter. Donc, on va démarrer de la façon suivante. Je donnerai d'abord la parole à Marion Carrel, qui est professeure de sociologie à l'Université de Lille. Suivra ensuite l'intervention de Loïc Blondiot, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1. Puis Agnès Deboulet, professeure de sociologie à l'Université Paris 8. Et enfin, Julien Talpin, directeur de recherche CNRS au CERAPS, Université de Lille. Marion, je t'invite à prendre tout de suite la parole. Merci Alice. Donc en fait, moi je voulais démarrer par une citation d'Hannah Arendt. Voilà, on m'a dit qu'il fallait que je dise ce qu'on fait très rapidement. Non, c'est pour se réveiller. Non, parce qu'en fait, Hannah Arendt, dans Conditions de l'homme moderne, en gros, on se dit, ce qu'elle dit, c'est un plaidoyer pour l'action, il faut pouvoir agir, etc. Mais en fait, elle termine son bouquin sur la question de la pensée. Et elle regrette que la pensée soit devenue le privilège de quelques-uns. Et donc, je la cite. « La pensée reste possible et sans doute en acte partout où les hommes vivent dans des conditions de liberté politique. Malheureusement, et contrairement à ce que l'on admet en général à propos de l'indépendance proverbiale des penseurs dans leur tour d'ivoire, aucune faculté humaine n'est aussi vulnérable. Et en fait, il est bien plus aisé d'agir que de penser sous la tyrannie. Comme expérience vécue, on a toujours admis, peut-être à tort, que la pensée était réservée à un petit nombre. » Et en fait, cette réflexion, moi, je vais vous parler en 6 minutes, donc plutôt de coproduction de savoir. Le propos, ce que je fais, c'est de la recherche participative et on est plusieurs ici à travailler autour des sciences et recherche participative. Mais le propos, en fait, de Arendt, il résonne avec celui de John Dewey, dont on a déjà parlé tout à l'heure, et avec d'autres, de dire qu'on aurait, enfin, c'est le drame de nos démocraties, on aurait abandonné toute réflexion au profit d'experts. Politique publique, scientifique, marché économique, etc. On pourrait rajouter l'IA maintenant. Et c'est ce que Dewey appelle l'éclipse du public. Et en fait, c'est que les citoyens n'arrivent pas à raccrocher ce qu'ils vivent au quotidien avec des grandes questions de la grande société. Ça résonne aussi avec Michel Callon, le bouquin beaucoup plus tard, au début du XXIe siècle, Callon, Lascaux et Barthes, qui appelle à lutter contre le grand partage, aussi bien en sciences et en démocratie, entre les profanes et les experts. Alors, donc du coup, cette espèce de plaidoyer que je fais là pour la coproduction des savoirs, c'est l'idée que coproduire les savoirs ou faire des sciences et recherches participatives, à côté de la recherche académique qui garde tout son sens et qui doit être défendue, et ça ne doit pas être l'un qui mange l'autre, bien sûr, mais la coproduction des savoirs, elle a des vertus à la fois démocratiques, de plus de justice sociale, puisque quand on donne à voir ça a été dit par Amandine Catala, mais quand on donne à voir des points de vue situés qui sont peu représentés, peu compris, peu présents dans l'espace public, eh bien, c'est une manière de lutter contre des inégalités de représentation, mais aussi un impact scientifique, puisque, comme le disait quelqu'un qui s'appelle David Hess, je crois que c'est David son nom, il y a une partie de la science qui est non faite lorsque certaines réalités sociales ne sont pas comprises par la science. Ou pour le dire à l'inverse, quand on prend la peine d'écouter et de coproduire du savoir avec des personnes ou des groupes ou des associations
qui ont peu la parole et qui ont des expertises liées à leur expérience, eh bien, on enrichit la science avec des nouveaux points de vue, des nouvelles manières de voir les choses. Et voilà, et donc ça peut marcher autour des questions de sciences participatives quand on réfléchit, par exemple, au savoir agricole. Eh bien, lorsque il y a des puissants lobbies qui vont s'opposer, qui vont pousser pour qu'une certaine science, un certain savoir se développe. Et puis, quand des recherches comme semences paysannes se font entre des paysans et l'INRAE, des ingénieurs de l'INRAE et des chercheurs, ça permet de changer aussi le savoir, mais aussi des pratiques en redéveloppant des semences paysannes, alors que dans le monde de Monsanto ou autre, ce serait plus possible, impossible, voire dangereux de les laisser proliférer. Dans le domaine qui me concerne plus, puisque je travaille autour des questions de pauvreté, discrimination, etc., ça va aller dans le sens un peu de ce que Agnès aussi va raconter sur la coproduction des projets urbains, mais c'est moi ce qui m'intéresse et ce que je fais en ce moment, c'est une pratique de croisement des savoirs qui est née dans les années 90 autour du mouvement ATD Quart Monde et qui vise à produire du pluralisme épistémique, reconnaître une diversité de points de vue sur un phénomène ou deux phénomènes ou trois phénomènes. Et ça a des vertus, là encore, à la fois démocratiques, de transformation sociale, et des vertus scientifiques. Quelques exemples, parce que je crois que j'ai déjà mangé presque tout mon temps. L'impact, ces recherches participatives, juste en dire un mot, le croisement des savoirs, il y a quelques principes qui peuvent être partagés par d'autres méthodes. Et ce qui est intéressant dans l'axe savoir et démocratie du GIS, c'est qu'on parle de plein de méthodes différentes. Donc, je pense que justement, c'est intéressant de voir une pluralité de manières de faire des coproductions de savoir. Dans celle-ci, il y a des leviers qui permettent la coproduction, qui sont par exemple le fait de travailler en groupe de pairs, donc de pratiquer une non-mixité partielle. Ça veut dire que le savoir issu de l'expérience de la pauvreté, par exemple, va être construit dans des groupes de pairs avec des associations. Donc, ce n'est pas seulement pendant les temps en groupe, mais c'est aussi parce qu'il y a des associations qui, depuis des années, voire des décennies, produisent du savoir auprès, avec les personnes vivant la pauvreté, qu'un savoir émerge de ce côté-là. Et puis, le fait que pour gagner un petit peu en force vis-à-vis des autres groupes qui sont concernés, donc il y a des groupes de chercheurs, et puis des groupes de professionnels, qui peuvent être des travailleurs sociaux ou des fonctionnaires ou des enseignants ou autres. Eh bien, ce sont des techniques d'animation de la recherche participative qui permettent d'alterner entre des temps en non-mixité et des temps en mixité, en croisement des savoirs, afin de produire une recherche collective qui passe par beaucoup de frictions épistémiques, comme dirait Médina, et qui aboutit pas à ce que tout le monde soit d'accord et produise forcément une production consensuelle. Mais il y a toute la question de comprendre les désaccords, faire vivre et comprendre les conflits. Et c'est ça qui m'intéresse aussi dans les recherches participatives. Dans le film qui était issu de l'espace collaboratif Croiser le savoir avec toutes et tous, qui est en ligne sur le site du GIS, il y a une chercheuse, c'est Dominique Paturel pour ne pas la nommer, qui dit ce que j'ai appris dans le croisement des savoirs, que j'avais pas forcément vécu ni compris comme ça, c'est comment on peut être en désaccord et comment on peut vivre le conflit en démocratie en se comprenant et en se parlant. Donc c'est pour ça qu'il y a un aspect pluralisme et démocratique dans ces démarches qui peuvent avoir un impact sur les institutions. Donc par exemple récemment, la reconnaissance de processus tels que la maltraitance institutionnelle qui a été mise au jour, notamment dans une recherche participative sur les dimensions de la pauvreté, a été prise en compte par l'INSEE en France pour compléter le questionnaire annuel qui est fait aux individus pour comprendre comment fonctionne la société. Donc la dimension de maltraitance institutionnelle, elle ne s'appelle pas exactement comme ça, mais les gens à l'INSEE sont en train de travailler sur comment améliorer leur questionnaire afin de prendre en charge cette question. Dans l'espace collaboratif, et je terminerai là-dessus, à moins que j'ai plus la parole après, mais on verra. Mais dans l'espace collaboratif, on a eu des résultats importants autour des questions de critères de validation des recherches participatives, qui en fait sont hyper intéressants pour les critères de validation des recherches, de la démocratie participative, pardon. Parce que ce qui me frappe, c'est que dans les recherches participatives,
on retrouve les mêmes enjeux que dans la démocratie participative. Ce n'est pas très étonnant, vous allez me dire, mais c'est très frappant de voir que, y compris dans les sciences et recherches participatives, où on recherche à avoir une égalité, on cherche à donner du pouvoir aux citoyens, on cherche à dialoguer, etc., on reproduit trois choses qui se reproduisent très souvent. D'abord, on minimise souvent le rôle des associations dans le fait que... dans les processus de subjectivation, dans le fait de pouvoir parler et se faire comprendre. Donc on a une vision un peu individualisée de la participation. Deuxième chose qui se répète souvent, c'est qu'on pense très rarement le lien à la décision. Donc on ne se réfléchit pas trop à qui va prendre les décisions au final dans les recherches participatives ou dans les sciences participatives, et on passe un peu sous silence, sauf à dire oui, il y a des questions éthiques, d'accord, mais bon, voilà, qui a les données, qui les garde et qui en fait des publications. Et puis troisième chose, on a parfois une reproduction des inégalités dans le fait même d'organiser la participation, que ce soit dans les recherches ou dans la démocratie participative en fait. Et donc je ne dis pas que c'est parfait, et il y a plein de méthodes à réfléchir. Mais en tous les cas, il faut garder toutes ces choses en tête. Et là, on part, mais je ne le développerai pas, on part sur 3 ans dans le cadre de la recherche Démosis que Julien va présenter, sur une nouvelle recherche en croisement des savoirs autour des questions de citoyenneté et de démocratie, mais je ne développe pas plus que ça. Merci Marion. Alors peut-être un petit mot d'explication. J'ai demandé volontairement à nos intervenantes et intervenants d'être brefs. Et donc c'est pourquoi il y a beaucoup de frustration et ils ne font que teaser un certain nombre de choses. Donc n'hésitez pas à enregistrer les points qui vous intéresseraient de développer pour que vous puissiez après les solliciter et qu'ils puissent intervenir plus spécifiquement là-dessus. Je te laisse la parole, Loïc, et évidemment, toi aussi, tu te tiendras à cette ligne. Comme d'habitude. Alors, Alice nous invite à l'introspection, c'est-à-dire à nous dire, mais toi, qu'as-tu fait et que fais-tu pour défendre la démocratie, pour la défendre et l'étendre. Moi, je pars j'ai une trajectoire assez longue. Que je vais vous faire courte. Je suis parti d'une position universitaire extrêmement traditionnelle. C'est-à-dire que j'ai longtemps été quelqu'un qui hésitait beaucoup à sortir de la sphère académique, et ça me valait quelquefois les sarcasmes d'un collègue comme Yves Saint-Omer qui me disait, mais voilà, il faut que tu sortes de ta neutralité axiologique parce que ça va bien. Et puis à un moment, les choses ont évolué, et effectivement, j'ai commencé à sortir de la sphère académique et à en sortir. Alors je vais commencer par dire ce que j'ai cru faire, et vous dire que j'ai cru bien faire, et puis terminer quand même sur une sorte de comment dire, je dirais pas de remise en cause, mais je m'aperçois rétrospectivement que la contribution qu'un chercheur peut avoir, évidemment à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle collective, reste quand même très, très marginale, et j'essaierai de dire pourquoi. Alors, moi, j'ai essayé, en fait, trois dimensions de mon engagement. Dans la société. La première dimension, c'est la plus ancienne. J'ai essayé d'être un passeur, un diffuseur, une sorte d'intellectuel public, mais au sens où d'écrivain public. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un collectif, une mairie, une institution, des citoyens me demandaient d'intervenir, une fois sur deux, je répondais oui. Ce qui fait que j'ai fait pas mal, et je continue à faire plein d'interventions dans des contextes extrêmement différents. Je ne crois pas me tromper beaucoup en disant que j'en fais une 50aine par an, et au bout d'un certain temps, ça fait quand même beaucoup. Alors au final, vous n'avez pas vu beaucoup de public. Si on fait l'addition, c'est pas énorme, mais on a eu une petite chance peut-être de transmettre des choses à ces auditoires. Deuxième volet de mon activité d'intellectuel public,
c'est tout ce qui relève du soutien, de l'accompagnement, de la garantie, de la légitimation. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'expériences, de dispositifs auxquels j'ai prêté ma collaboration, et souvent c'était pour occuper la figure du garant, de celui qui témoignait de ce qui était en train de se passer était sérieux et de plus en plus robuste d'un point de vue démocratique. L'un de mes faits de gloire, ça a été la Convention citoyenne pour le climat, où j'ai participé au comité de gouvernance, où j'ai eu un rôle là pour le coup actif, mais j'en ai multiplié. Et effectivement, il viendra le jour où j'aurai ma carte de garant. Je peux vous garantir pas mal de choses, bien ou mal, j'en sais rien, mais voilà, c'est mon statut, mon certificat de garant. Et puis, la troisième dimension, là, je reviens dans l'université. C'est-à-dire que, pour le coup, depuis pas mal d'années, mon style d'enseignement et les objectifs de mes enseignements ont changé. La plupart de mes cours, alors pas évidemment devant les amphis de première année, mais à partir de la licence, ont été de plus en plus interactifs, ont essayé finalement de prendre une forme de plus en plus démocratique, en pratiquant notamment la logique du cours inversé, de la pédagogie inversée, partir des étudiants. Et puis, avec plusieurs collectifs de master, j'essaye d'établir des liens année après année avec l'extérieur, en leur proposant soit d'avoir des partenariats avec des gens qui ont besoin de savoir, soit pour diffuser leur savoir. Et là, par exemple, je vous donne un seul exemple, Marion en a donné un très important. Là, avec mon master 2 de sociologie des pratiques démocratiques, on va construire toute une soirée à l'Académie du climat sur la démocratie du vivant. Et les citoyens étudiants, les étudiants citoyens vont concevoir finalement des formats assez originaux. Ils ont prévu, parce que j'insiste aussi beaucoup sur le format. Alors, qu'est-ce qui reste de tout ça finalement? En un moment, on n'a pas cessé d'y faire allusion, où tout ce pourquoi on s'est battu, tout ce que l'on a cru est battu en brèche, et on a l'impression d'un processus de régression générale, assez général, massif, des valeurs de la démocratie, mais aussi des institutions de la démocratie. Et d'un certain point de vue, je regrette de n'avoir pas fait trois choses, ou en tout cas d'avoir été mauvais dans trois combats ou trois terrains sur lesquels les intellectuels peut-être devraient être, en tout cas les intellectuels comme moi, devraient être un peu plus présents. Alors d'autres le sont tant mieux, mais je trouve que finalement ils ne le sont pas tant que ça. Le premier espace, évidemment, c'est l'espace médiatique. On ne va pas en parler, mais mon aversion aux médias fait que je vais très rarement sur les radios ou les plateaux télévisés. Et je l'avoue, c'est par aversion personnelle, c'est par difficulté, alors même que je sais que là, on a peut-être une petite chance de contredire le discours dominant et de faire valoir une certaine vision de la démocratie. Deuxième espace sur lequel j'interviens, mais à minima, rarement de manière politique et peut-être pas assez, c'est les réseaux sociaux. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a, vous me direz, bon, j'ai quand même une certaine activité, plus que d'autres, mais de mon point de vue, pas assez. C'est-à-dire que j'aimerais entrer sur le ring et quand même y aller. Alors évidemment, ça a un coût considérable. Ça a un coût en temps, ça a un coût en affect qui est prodigieux. Ça a un coût en crédibilité aussi pour ses pairs. Mais j'arrive à un âge et à un statut où j'ai
plus du tout peur de la remise en cause de ma crédibilité. Donc je pourrais y aller. Et alors avec la phrase que je cite toujours, hein, du défunt et regretté Pierre Mauroy, quand les dégoûtés s'en vont, les dégoûtants restent. Et effectivement, dans les réseaux sociaux, c'est effectivement le fait que de plus en plus de gens de mon profil n'y sont plus, que les autres occupent la place. Et puis le troisième rôle que j'aurais aimé avoir, mais que je n'ai jamais voulu avoir, mais qui aurait peut-être été utile, c'est le conseil aux princes. C'est effectivement l'engagement politique, c'est-à-dire un engagement politique pas forcément visible, parce que je ne crois pas qu'on puisse apporter quoi que ce soit en termes de capital symbolique ou politique à une formation politique ou à un acteur politique, mais conseiller du prince peut-être que là, il y aurait eu, alors évidemment, pour quelqu'un comme moi qui devient de plus en plus cynique vis-à-vis de la classe politique, c'est compliqué, mais ça aurait peut-être été mieux de le faire. Et donc, du coup, je ne me serais peut-être pas retrouvé là où nous nous retrouvons aujourd'hui. Merci Loïc. Troisième intervention, et là encore, vous allez voir, troisième forme pratique, modalité d'engagement assez distincte. Agnès, je t'en prie. Merci beaucoup, Alice. Alors, moi, je vais vous parler essentiellement du projet Horizon Europe Fairville que je coordonne avec bien des collègues, qui a la particularité d'être un projet, la réponse à un appel d'offres sur la question de la démocratie qui occupe pour l'Europe une place, on ne s'en doute pas nécessairement, mais assez importante, puisque les appels d'offres sur la démocratie, celui auquel on a répondu, c'était 300 pages avec à peu près, je sais pas, peut-être 500 différents appels d'offres sur la démocratie. Donc, nous, on a répondu sur la question démocratie et inégalité à travers la question de l'hypothèse de la coproduction, comme façon très modeste, très petite, de répondre à certains troubles démocratiques, on va dire pour le moins, ou déconsolidation démocratique. Et je l'ai fait donc à partir d'une position de chercheur qui est un peu particulière, qui est celle d'abord d'un enseignant-chercheur, d'une enseignante-chercheuse qui était en poste dans une école d'architecture, dans plusieurs écoles d'architecture, un lieu quand même de cofabrication très importante, où on a une liberté d'agir sur différents terrains, territoires, différentes modalités, avec quand même, et des moyens aussi importants, il faut le dire, et qui nous a fait rencontrer à un moment donné des associations, des collectifs qui nous ont interpellés. Donc c'est l'interpellation pour moi extérieure, la rencontre avec une espèce d'altérité en demande de solutions techniques, pratiques et politiques a été le point de départ de cette reconstruction ou de cette petite ambition démocratique. Et puis, chemin faisant, avec l'ensemble des partenaires associatifs, chercheurs, nationaux puis internationaux, on en est arrivé à ce dernier projet européen. Alors, évidemment, ça ne répond pas complètement à la question posée. En tout cas, on soulève quelques coins et on essaye de pratiquer de la recherche action participative plus démocratique. On le fait à travers des Fairville Labs qui sont dans 7 pays européens, 5 européens et 2 non-européens, dont des pays non démocratiques, j'insiste, parce que ça me semblait aussi important qu'on ait cette confrontation sur des pratiques parfois extrêmement poussées de coproduction, même dans des pays non démocratiques, et qui ont parfois pas mal de choses à nous apprendre aussi. Et on poursuit en fait l'expérimentation autour de dispositifs d'accompagnement, de suivi et de solidarité, je dirais, avec des acteurs des collectifs déjà engagés, plutôt sur des questions urbaines et environnementales, mais posant vraiment toujours centralement ou indirectement quand même la dimension démocratique, c'est-à-dire celle de l'absence d'accès à la circulation, d'absence d'horizontalité, d'absence d'égalité dans la fabrication des solutions que l'on soit sur la question des risques ou sur celle du projet urbain. Et on repart donc à chaque fois, ça paraît très simple, mais en fait, on en parlait tout à l'heure avec Lionel Scotto d'Apollonia, c'est quand même extrêmement compliqué, repartir de la demande sociale. C'est quoi la demande sociale ? Il ne suffit pas qu'elle soit exprimée, il faut la traduire. Donc là, j'insiste, la pratique démocratique, c'est d'entendre cette demande et ses priorités, parce que je dirais qu'au-delà des demandes, il y a des priorités, arriver à les déceler et à en fabriquer quelque chose de commun entre chercheurs, collectifs et associations et
tiers. Alors les tiers, ça peut être des experts issus ou un jour ou l'autre de l'université, ça peut être des tiers professionnels, mais soucieux de travailler en indépendance par rapport aux politiques. Et voilà. Donc en fait, cette pratique démocratique, elle se construit comme celle-là. Alors je dirais que l'avantage, la pratique du chercheur ou la position du chercheur, elle a cela de particulier qu'elle met à disposition, en l'occurrence avec des projets ANR ou un projet européen encore plus, des moyens. Alors je donnerai un exemple de moyens qu'on a mis à disposition, non pas de fabrication de recherche-action participative locale, mais de recherche, vraiment de plaidoyer, de porter un plaidoyer démocratique. Le 5 et 6 octobre, on s'est réunis avec 40 associations européennes à Roubaix. Pourquoi Roubaix? Parce que Roubaix, il y a le collectif, bon, il y a évidemment Julien Talpin, mais il y a le collectif Almagar qui est vraiment... qu'il faut suivre de très près pour comprendre à quel point leur posture démocratique est super engagée et de réflexion sur un contre-programme urbain, en fait, une autre vision de la ville. Et donc, la co-organisation s'est faite vraiment entre ce petit collectif, ce projet européen et une quarantaine d'associations et de partenaires européens engagés sur cette question de la démocratisation de la question urbaine, à l'heure où on a un nouveau commissaire européen au logement et à l'énergie, c'est une première, et qu'il fallait rendre des recommandations pour la fin de l'année. Donc on a fait cette réunion, et avec cette espèce effectivement de garantie un peu universitaire, avec les moyens de l'université, avec de la traduction simultanée, avec des interprètes professionnels, ça c'est très important aussi. Et puis on a produit un manifeste que je vous invite à venir écouter la production de ce manifeste et sa discussion mardi prochain en visio. Alors voilà, ça c'est un exemple de moyens et de ressources financières, humaines, techniques. On a amené des casques de traduction, des petits trucs. Les collègues britanniques ont amené un matériel super cher qu'ils nous ont prêté, qui permet vraiment de construire un vrai dialogue international, interprofessionnel, et également entre des petites associations, des gens de tous les bords de la pratique associative et du militantisme et des universitaires. Je crois que je dois m'arrêter là. Donc je peux m'arrêter tout à fait parce que voilà. Bon. Mais bon, alors après, dans le projet, je peux dire 2 mots du projet. Donc dans ces Fairbuild Labs, il y a différentes choses, mais il y a différentes modalités de réflexion qui ne sont pas toujours abouties et pas toujours satisfaisantes, à mon sens, pour l'instant. Mais en tout cas, on a une réflexion assez poussée sur les publics. Qui sont les publics de ces labs, justement? Parce qu'en fait, on fait le constat que là, en temps de déconsolidation démocratique, la fragmentation des publics et la fragmentation des personnes impliquées est extrêmement forte, et que finalement, c'est pas parce que vous avez été sollicité à un moment donné ou parce qu'il y a de la complicité de long terme, un travail de confiance de long terme qui s'est fait entre des universitaires et des non-universitaires sur des questions un peu brûlantes de précarité de résidentielle ou de problèmes climatiques. C'est pas parce que cette complicité existe que nécessairement il va y avoir beaucoup de participants, qu'on va arriver bien à travailler ensemble, etc. La gouvernance de cette recherche-action, si ce n'est pas au-delà de juste coproduction des serveurs, elle est extrêmement complexe. Elle est d'autant plus complexe que les personnes impliquées ont des tas de raisons d'être prises par ailleurs, de souffrir de problèmes de non-reconnaissance à l'extérieur, par exemple, beaucoup de personnes sans papier ou qui se voient privées de papier. Et dans ce cas-là, la question se pose vraiment de la capacité des chercheurs de pouvoir continuer à travailler et à rendre possible ce travail et cet engagement par des moyens, par différentes possibilités. Et puis, bien sûr, la dimension de la justice épistémique. On se rend compte, je suis extrêmement reconnaissante à la précédente conférence assez exceptionnelle. On a aussi, très souvent, on constate que des universités, là je ne veux pas du tout critiquer mes pairs, mais enfin, ça peut être en dehors de l'Europe, un non-engagement en fait, sur cette question qui est assez patent, une difficulté à parler avec des publics entre guillemets faibles, à se poser ne serait-ce que la question de la traduction. Nous, on met un point d'honneur, on travaille à Marseille, à la Belle de Mai, de traduire nos productions en 3 langues, en arabe et en comorien. Ça a un coût. C'est un coût en temps, etc. Ce sont des petites choses qui participent à cet exercice de cette inclusivité, mais qui se font au prix de pas mal de désengagement de certains collègues, faute de temps ou faute d'ambition partagée. Merci beaucoup Agnès pour cette présentation. Julien, à ton tour.
Bonjour à tous et toutes, merci d'être encore là. Alors, moi, peut-être une première réaction en fait, par rapport aux interventions de mes camarades. Moi, une question que je me pose, en fait, et aussi à la lumière de ce que je vais vous raconter, de ma propre trajectoire, c'est au fond, est-ce que les formes d'engagement contre l'ère du temps autoritaire et la dédémocratisation des universitaires se résument à l'engagement dans la bataille culturelle? On a beaucoup parlé des savoirs en fait jusqu'à présent, et je vais y venir à mon tour, et ce qui est assez logique au fond quand on intervient en tant qu'universitaire, mais c'est la question que je me pose, moi en fait, et sans être parfaitement arrêté sur une conclusion de ce point de vue-là, c'est est-ce qu'il y a d'autres modalités au fond d'entrer dans la bataille et dans l'arène face à ces enjeux de dédémocratisation que simplement cette question des savoirs et de la bataille culturelle. Donc peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Moi, la façon dont je me suis saisi un peu de cette question-là, c'est à partir de mes propres objets, notamment sur les formes d'engagement et de mobilisation dans les quartiers populaires, et c'était un peu de réfléchir à comment, par mes recherches, je pouvais modestement contribuer à l'empowerment des groupes dominés. C'est un peu la question qui traverse mes recherches. Ça s'est traduit notamment par des formes d'alliance, on peut dire, et de travail assez collaboratif, notamment autour d'une question assez simple, au fond, mais que se posaient les militants et les militantes elles-mêmes avec lesquels je travaillais, et on cherchait ensemble, à la fois dans des collectifs antiracistes ou des collectifs qui luttaient contre des projets de rénovation urbaine. C'est pourquoi on perd et comment on gagne, au fond. Et une des questions un peu lancinantes, c'était comment expliquer la succession des défaites, au fond, de toutes les formes d'organisation collective, des groupes dominés sur lesquels je travaillais, mais qui débordent ce cercle-là. Et donc, d'essayer, à partir des outils de la sociologie politique, de comprendre ça et de donner des armes, du coup, pour peut-être gagner davantage demain. Malgré tout, en fait, assez vite, moi, je me suis rendu compte que les besoins et la demande sociale, pour rebondir à ce qu'évoquait Agnès à l'instant, étaient quand même débordaient au fond des espaces justement d'échange, un peu d'analyse des pratiques, des situations et de construction de stratégies, et menaient vers des chemins beaucoup plus pratico-pratiques. La demande principale, au fond, moi, des collectifs avec lesquels je travaillais, c'était un besoin d'argent. Et une des difficultés justement des groupes dominés que j'étudiais et avec lesquels je travaillais, c'était précisément les modalités très précaires d'organisation collective dans lesquelles ils se situaient. Une des formes des répressions qu'ils vivaient, c'était justement les formes de répression financière. Et donc ça s'est traduit, très marginalement d'un point de vue financier, mais quand même par la construction, y compris d'alliances dans le cadre de recherche participative, recherche-action, etc., où la présence d'universitaires, c'était évidemment pas moi tout seul, pouvait contribuer à ce que des acteurs qui étaient blacklistés par les institutions dans le cadre de financement classique, associatif, etc., parviennent à survivre financièrement par du financement recherche, pour le dire comme ça. Et donc c'est contribuer aux conditions matérielles de la démocratisation via le soutien à l'organisation collective des groupes dominés, via de l'argent, et via de l'argent recherche participative, pour le dire comme ça, puisque depuis une dizaine d'années, quand même, des choses se sont développées de ce point de vue-là. Au-delà de l'aspect strictement matériel, une autre demande qui est quand même apparue relativement fortement, et moi qui a assez fortement infléchi et affecté ma dynamique de recherche, c'était de travailler sur la question de la répression. C'était de documenter les formes justement d'entrave que rencontraient les militants et les militantes dans leur forme d'organisation collective, alors qui étaient des éléments qui revenaient, moi, dans mes enquêtes que je pouvais conduire dans les quartiers populaires. Et donc c'est pour partie à la demande justement de ces collectifs de mieux objectiver les conditions de leur répression qu'on a commencé à travailler sur ces questions, et on a fini par fonder un observatoire des libertés associatives qui vise précisément à documenter ces phénomènes-là, avec un travail, là on est vraiment sur la question de la coproduction des savoirs, mais qui a été peut-être un petit peu au-delà malgré tout, dans le sens où notre travail justement pour documenter les phénomènes répressifs, on s'est rendu compte que le type d'alliance qu'on avait besoin de construire avec ces collectifs associatifs, militants, réprimés, allait nécessairement un petit peu au-delà. C'est-à-dire que pour que les gens témoignent, ils avaient besoin qu'on leur soit plus utile que simplement dans le recueil de la parole. Et donc, progressivement, on en est venu avec l'Observatoire et avec de l'argent recherche à faire de l'accompagnement anti-répressif à l'égard d'associations qui rencontraient des difficultés. Et donc, c'est offrir un accompagnement sur comment réagir en cas de coupe de subventions sanctions, d'attaques dans les médias, de cyberharcèlement, etc.
de mise en lien avec du coup des avocats, etc. Et moi, je suis quand même assez content qu'on ait réussi, grâce notamment au financement d'un programme ANR qui est tout à fait menacé en ce moment, donc les ANR SAPS, Sciences avec et pour la société, à organiser quand même une forme de soutien aux acteurs associatifs et d'anti-répression étatique financée par l'État, pour le dire comme ça. Et bon, ça a été un peu bricolé, etc. Mais on a réussi à faire des choses de ce point de vue-là. Malgré tout, dernier point, et pour boucler peut-être la boucle avec la question des savoirs, dans les échanges qu'on a avec les militants sur à quoi on peut leur servir, en fait, en tant qu'universitaires, malgré tout, eux, ce qu'ils nous demandent quand même beaucoup, c'est de rester des universitaires. Et que ce qu'on peut leur apporter, c'est aussi un enjeu de légitimation des questions qui sont les leurs, pour rebondir sur ce que disait aussi Loïc, que quand ils ont commencé à venir nous voir sur cette question d'observer, documenter la restriction des libertés associatives, c'est de dire, nous, on crie un peu dans le désert, quand c'est nous, au fond, on ne nous écoute pas beaucoup. Peut-être que si vous, avec vos méthodes de sciences sociales, vous arrivez à le documenter de façon plus systématique, vous serez davantage entendus. Je ne sais pas si on y est parfaitement parvenu, mais en fait, moi, je crois quand même que par nos alliances, on a réussi un peu à constituer cette question en problème public, cette question des libertés associatives, à élargir un peu l'audience et le cercle des gens qui s'intéressent à ces questions-là, y compris des élus qu'on est parvenu à interpeller sur la question. Mais malgré tout, en fait, cela requiert un peu de maintenir la division du travail. C'est-à-dire qu'on pourrait supposer, au fond, que ces formes de collaboration, de recherche participative impliquent de sortir complètement de son rôle de chercheur, de sortir de la neutralité axiologique, etc. Alors, pour partie, évidemment. Mais malgré tout, en fait, au moins deux titres, c'est que... eux, ce qu'ils nous disent, c'est que pour que votre discours soit davantage entendu que le nôtre, il faut que vous apparaissiez encore comme des chercheurs, pour le dire comme ça. Ce qui nous a conduit, en fait, à avoir recours à des outils qui n'étaient, moi, pour le coup, pas vraiment les miens au départ, notamment à des enquêtes statistiques, en fait. Avec l'idée que, précisément, dans la perspective d'interpellation et d'intervention dans le débat public, en fait, moi qui avais plutôt des pratiques ethnographiques jusque-là, en fait, les décideurs, ils s'en foutent un peu, en fait, de l'ethnographie. Je vais un peu vite ici, mais on avait sorti un premier rapport avec l'Observatoire qui était basé sur 100 cas assez fouillés, d'assauts réprimés, etc. On avait rencontré un panel de députés pour leur présenter les résultats. Ils nous avaient dit... Oui, très bien, mais bon, c'est quand même pas grand-chose par rapport à 1,4 million d'associations en France, 100 cas d'assauts réprimés. On a entendu le message et depuis, on a lancé d'autres enquêtes. Je vous rassure, on continue à faire du quali et des enquêtes localisées. Pablo Corroyer en a présenté certains exemples brillamment ce matin, mais on a réalisé, par exemple, ces derniers mois, une enquête quantitative avec un échantillon représentatif d'assauts qui montre qu'une asso sur 10 aujourd'hui déclare avoir eu des sanctions institutionnelles suite à des prises de position critiques au cours des dernières années. 40% des associations déclarent s'autocensurer pour se prémunir de sanctions éventuelles, notamment coupe de subventions, etc. Et donc, on est parvenu, me semble-t-il, à documenter le caractère systémique et l'ampleur, au fond, du problème, ce qui ne suffit pas à lutter contre. Mais donc, il y a ce truc, quand même, d'un moment, et les assos nous l'ont un peu demandé, quoi, faites votre rôle de sociologue, c'est comme ça que vous nous serez le plus utile, plutôt que de devenir des super militants hyper vénères. Et donc, il y a une forme de division du travail qui doit malgré tout être maintenue si on veut être utile à la cause dans laquelle on est engagé. Merci Julien, merci à tous les quatre pour ces premières prises de parole qui montrent bien en fait la diversité des manières de faire alliance et comment en même temps faire alliance contribue à réinterroger aussi la manière dont on produit des savoirs, même si évidemment il y a une invitation très forte à rester dans notre rôle. La question étant de savoir aussi quel est notre rôle et comment il doit très clairement se matérialiser. Ce que je vous propose pour l'instant, c'est de vous laisser la parole. Peut-être déjà, au regard de ces 4 premières présentations, il y a des éléments sur lesquels vous voudriez revenir, des éléments sur lesquels il n'y a pas eu assez de détails ou des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Voilà, je vous invite, s'il y a des commentaires, des questions. J'en vois une au milieu de la salle, déjà. À la limite, on essaiera de prendre peut-être déjà 2-3 questions pour avoir un temps de réponse groupée. Donc s'il y a d'autres questions, je vous invite à lever la main. Merci beaucoup pour vos interventions. Moi, j'avais une question, remarque peut-être plutôt pour Julien sur ce que tu viens de dire, où j'ai l'impression,
Sur la division du travail entre cette demande de rester dans notre position de chercheur vis-à-vis notamment des milieux militants, associatifs, etc., ou de mon point de vue, notamment pour travailler entre autres un petit peu sur la lutte bassine, où il y a aussi cette forte demande de ne pas justement être que chercheur et de rentrer pleinement aussi dans la lutte en tant que militant. Et je pense que c'est le cas aussi assez largement notamment pour les mouvements écolos, chez les Soulèvements de la Terre ou ailleurs, où il y a ces positions-là qui existent. Et du coup, ma question, c'était jusqu'où, finalement, ça reste pertinent aussi de rester à l'extérieur d'un certain nombre de luttes ou de mouvements sociaux, et jusqu'où est-ce que vous permettez de vous immerger, de vous impliquer, mais aussi de vous impliquer aussi personnellement, et comment est-ce que vous tracez cette ligne entre le travail universitaire, le travail de recherche et le travail éventuellement militant aussi qui est à côté. Merci. Ce sera un prolongement de la question et de l'invitation au soulèvement dans la question. Une partie des militants, notamment de la mouvance écologique aujourd'hui, invite à repenser un petit peu les termes du débat par rapport à ceux dans lesquels on nous a invités à les penser là, et qui consisterait à dire l'enjeu, il est plus temps d'armer nos alliés que de désarmer nos ennemis. Et le terme d'éco-sabotage gagne aujourd'hui en ampleur dans certains milieux militants. Alors si on devait prendre au sérieux cette question de l'éco-sabotage et en trouver une transposition notionnelle, on pourrait imaginer du démo-sabotage. Et d'après vous, je vous le dis de manière à dessein provocante, si vous deviez imaginer les formes que prendrait ce démo-sabotage, où il s'agirait de désarmer les ennemis, concrètement, vers quelles actions cela pourrait nous conduire ? Ouais, là, monsieur, c'est qui levait. Ouais, une troisième question, et puis comme ça, on vous laisse un premier round de réponses. C'est juste pour évoquer un point qui est apparu, mais vraiment très légèrement en filigrane, c'est le fait que en fait, on n'est bien souvent pas uniquement chercheur, mais enseignant-chercheur, et que la dimension, donc ça a été à peine esquissé un petit peu, mais les conditions d'enseignement, il y a aussi une division du travail entre, en gros, Sciences Po, des universités de province, des différentes formations avec des niveaux différents, etc. Donc là, il y a un rôle à jouer, et finalement, la classe inversée, par exemple, ça peut être valable pour certains publics et pour d'autres absolument impossible à imaginer. Et l'autre chose qu'on n'a pas évoquée, c'est le contexte lui-même de la recherche, c'est-à-dire la recherche par projet, le rôle du CNRS. Et ça, c'est des choses qui évoluent et qui participent aussi à la déconsolidation démocratique actuelle, quoi. Qui veut commencer à répondre? Je pense que sur ces trois questions, vous pouvez avoir des éléments de réponse un peu différents, d'ailleurs, je pense. Qui veut commencer? Oui, alors j'ai un peu parlé de l'enseignement, mais effectivement, je vous le concède, de l'enseignement dans un établissement central, parisien, avec des gens qui, en première année, par exemple, ont tous au moins 19 de moyenne au bac. Donc effectivement, ça change un peu la donne, mais je suis moins pessimiste que vous sur l'impossibilité de pratiquer ce genre de choses. Par exemple, mes étudiants du séminaire de M2 ont fait un partenariat avec des profs d'un lycée de Saint-Ouen pour organiser une sorte de simulation autour des différents modèles de démocratie. Et effectivement, il y a eu un engouement et une réaction vraiment très forte de la part des élèves. Deuxième élément, oui, il faut contextualiser finalement tout ce qu'on dit. Moi, je fais partie des gens qui n'ont jamais répondu à un projet. Et donc, parmi les limites de l'action, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais eu, en 40 ans de carrière, c'est quand même énorme, à quémander un centime. Et donc, du coup, j'occupe une position très différente, mais
ça va dans votre sens. Mes moyens sont extrêmement limités. Mes moyens de production de connaissances, de mobilisation, de constitution finalement de collectifs de chercheurs sont extrêmement limités. Mais bon, évidemment qu'on ne peut pas généraliser à partir de mon cas, surtout que le type d'universitaire que je suis est en voie de disparition. On est un des derniers, je serais le dernier de l'espèce, hein, avec Emmanuel Picavet qui est au fond, voilà, je te taquine Emmanuel, mais effectivement, on a eu ce privilège d'un certain point de vue de ne pas avoir à demander d'argent, mais ça, une contrepartie. Dernier point, sur le démo-sabotage, pour moi, c'est la critique. C'est-à-dire que, grosso modo, voilà, je pense qu'on peut tous se reconnaître dans la notion de savoir critique, c'est-à-dire de savoir qui essaye un peu de déplacer le regard et de changer la définition de la réalité. Et je pense que de fait, par notre discours, par nos recherches, on pratique ce démo-sabotage, je pense. Hein, parce que la seule chose qui soit à notre portée, c'est effectivement les mots. Hein, donc les langages symboliques. Voilà, c'est un pléonasme. Je veux bien y aller. Peut-être, c'est aussi en réaction à ce que mes collègues ont raconté, mais je voulais juste faire un tout petit point sur l'engagement. Enfin, quand Julien, tu disais finalement ce que nous demandent les associations, c'est quand même de garder notre rôle. Et je l'entends tout à fait. Je pense qu'il y a une pluralité de formes d'engagement et de formes de coproduction ou de liens avec les gens. Et dans le numéro de mouvement qu'on avait coordonné avec Cyril Fiorini, qui est ici, il y avait toute une partie des articles qui s'appelaient Coproduire les savoirs. Il y avait une partie des articles qui était sur les relations, sur l'engagement avec les associations, où finalement la posture du chercheur, de la chercheuse reste quand même relativement classique, on peut dire, d'être au service d'eux, à l'appui d'associations. Et peut-être de contribuer, alors là c'est tout ce que tu as dit à la fin Julien, de produire des données qui peuvent leur être utiles. Et par contre, c'est vrai que dans ces fonctions-là, eh bien, la question du grand partage n'est pas trop questionnée et la question de la reconnaissance de savoir invisibilisé n'est pas trop présente. Donc, il faut tout pour faire un monde. Je pense qu'il faut une diversité, un pluralisme de la recherche avec. Mais dans les démarches, moi, qui m'intéressent davantage ou que je pratique, c'est vraiment l'enjeu majeur. Et dans le bouquin qui va suivre, enfin qui va sortir, qu'on est en train de préparer avec Florian Charvolin et d'autres de l'axe savoir du GIS, il y a toute une question autour de quels sont les savoirs qui sont encore invisibilisés dans nos recherches et dans la société, et qui sont des savoirs, alors certes des minorités, on en a beaucoup parlé là, mais aussi de la nature en fait. Comment est-ce que la nature, les animaux, etc. sont représentés ou pas dans les recherches, dans les débats, dans les conventions citoyennes. Et du coup, ces histoires d'injustice épistémique dont a parlé Amandine Catala, qui sont travaillées aussi par Cécile Laverne qui est ici, j'en profite pour saluer tout le monde, me semble crucial dans ces questions, qui ne sont pas que des questions de savoir, il ne s'agit pas seulement de produire de la science ou autrement, mais qui ont des implications sur l'action, parce qu'en fait, quand les individus, les groupes, les associations voient leur savoir davantage visibilisé dans des publications, dans des débats, qui peuvent être, quand on nous demande de venir à la fin d'un croisement des savoirs, on nous propose de venir, donc on va dans un quartier, par exemple, à Poitiers ou autre, présenter avec d'autres à 3 voix, avec des associatifs et des travailleurs sociaux, les résultats de l'enquête. On voit bien que ce qu'on raconte, nous, n'est pas forcément le plus important. Et on voit qu'il y a des actions qu'on n'avait pas vues, des manières d'analyser qu'on n'avait pas vues, même dans le cours de l'action, de la recherche, qui se donne à voir après. Donc c'est tout cet accompagnement vers le déclenchement d'actions de transformation sociale qui est au cœur de tout ça. Et sur le démo-sabotage, moi je répondrais aussi sur la question de faire vivre le pluralisme en démocratie. Donc l'arme, c'est d'amener, de forcer, de pousser à faire en sorte qu'on comprenne qu'il y a plusieurs points de vue, que la réalité est multiple et qu'il y a un pluralisme épistémique, un pluralisme des points de vue et des opinions. Et c'est ça la démocratie. On n'est pas tous d'accord, mais au moins on trouve des moyens d'en parler. C'est aussi, je pensais que vous en parleriez, Loïc en a un tout petit peu parlé, mais les conventions citoyennes, par exemple. Donc il se trouve que dans le projet Démo6, il y a cette ambition, Frédéric aussi, Gontier qui a pris la parole, que la recherche académique, pour le coup, puisse aussi pousser
dans des conventions citoyennes, à faire vivre du pluralisme et du conflit, et que voilà, c'est une manière de désarmer, il me semble, la déconsolidation démocratique. Oui, pour répondre à la première question, en fait, je pense que... je vais y aller. Vas-y, je t'en prie. Excuse-moi. Alors oui, il me semble aussi en fait, je crois qu'il faut quand même recontextualiser, c'est-à-dire de quelle recherche-action participative parle-t-on et de quelle implication des chercheurs avec, quel type de population et quel type de cause. Effectivement, on est sur un certain nombre il y a quand même cette espèce de grande partage en France qui existe indéniablement entre les causes environnementales et écologiques qui sont plutôt partagées, par des classes moyennes, moyennes supérieures, etc. Et puis des causes qui sont encore plus invisibilisées, qui sont celles des quartiers qui sont de plus en plus victimes de la ségrégation urbaine, ceux qui sont sous la fourche codine de la rénovation urbaine, avec des institutions qui disent aux universitaires que l'on est, et avec d'autres associations en réunion il n'y a pas longtemps, nous ne sommes pas l'Agence nationale de la révolution urbaine. Quand on leur demande comment ils vont appliquer le principe écrit dans leur charte de co-construction. Vous entendez bien là, il y a quand même quelque chose, une espèce de dissonance cognitive qui est extrêmement forte. Donc en fait, je pense que les outils avec lesquels on travaille, et la forme d'engagement et la posture des chercheurs impliqués sur des causes radicalement différentes, peut effectivement varier. Alors après, je crois que c'est très différent de s'engager dans le cadre d'un mouvement social, aussi petit soit-il, avec des gens qui ont déjà une expérience du militantisme, qui ont par ailleurs des supports, des appuis, des relais médiatiques, le cas échéant, etc., et de s'engager aussi avec ses étudiants, ce qui est le cas par exemple pour Paris 8, parfois auprès de collectifs d'habitants qui sont parfois, pas toujours, mais sans outils d'interpellation et qui sont en demande de ces outils d'interpellation, de construction d'une autre voie et de sortir de la minorisation. Donc je pense qu'il faut être attentif à ce partage-là parce qu'il existe en réalité et donc on ne construit pas nos réponses de la même façon. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Ceci étant, oui, voilà. Peut-être je me permets parce que je t'ai vu réagir au moment sur la question du projet. Me semble-t-il, je pense que pour le coup, tu partageais pas l'avis de Loïc sur le fait que j'avais plutôt entendu dans ta prise de position que le fait justement d'aller chercher de l'argent et notamment y compris de l'argent de l'Europe, tu l'avais plutôt présenté comme une forme justement d'ouverture d'espace d'autonomie. En tout cas, c'était plutôt comme ça que tu l'as présenté. C'est pour ça que je me permets de le soulever. Non, mais c'est juste... Oui, quelques mots. Alors j'ai été vite tout à l'heure, mais moi je ne défends en aucun cas l'extériorité du chercheur. En fait, ce sur quoi je suis peut-être passé un peu vite, c'est qu'au contraire, pour pouvoir défendre un certain nombre de causes, il faut construire des alliances pérennes avec des non-chercheurs, ce qui suppose des formes de co-savoir, etc. Et donc nous, c'est passé par un observatoire des libertés associatives qui est un espace pérenne. Agnès n'a pas parlé d'appui, mais c'est un espace aussi pérenne qui rassemble au fond des chercheurs, des non-chercheurs autour des projets urbains, etc. Et je pense qu'une des conditions justement de symétrisation des connaissances et pour que ça produise des effets sur l'action et politique, c'est le temps en fait. Il faut des espaces, etc. Ce qui peut renvoyer à la question des moyens, je vais y venir. Et donc je suis pas du tout en train de dire l'extériorité c'est génial, c'est ça que m'a appris en fait de collaborer avec des assos. Ce que je dis simplement, c'est que sur la base, une fois qu'on a dit ça, en fait, sur la base de la construction de ces alliances pérennes qui permettent des formes de symétrisation. Après, les formes de collaboration peuvent prendre des modalités différentes. D'un côté, on a des choses très symétriques de coproduction. Alors, on n'a peut-être pas les méthodes les plus poussées de la coproduction des savoirs radicales, etc. Mais sur l'expérience de la répression chez les assos, ce que ça leur fait et comment y réagir. Et en même temps, voilà, c'était ça que je voulais souligner, dans les demandes qui sont les leurs, et d'une certaine façon dans ces alliances-là, être à l'écoute de eux ce qu'ils veulent, et de ne pas partir du présupposé que eux ce qu'ils veulent tout le temps, c'est justement qu'on organise des focus group pour comprendre ensemble leur expérience de la répression, mais ça peut être d'autres choses. C'était intéressant en fait de montrer qu'il y avait des formes de division du travail qui étaient évolutives selon les objets, le temps, etc. Et voilà. Mais je ne plaidais pas pour l'extériorité, mais plutôt pour la nécessaire construction d'alliances pérennes dans le temps, ce qui suppose, je le disais, des moyens. Et de ce point de vue-là, effectivement, moi, mon expérience des projets de recherche n'a pas été exactement la même que peut-être d'autres, puisque moi, je fais effectivement
ce travail d'aller chercher de l'argent pour essayer de le redistribuer en direction de ceux qui en ont moins. Voilà, c'est un peu voilà. Étant par ailleurs CNRS, notamment les causes en fait qui peinent à être financées, quoi. Et donc, y compris dans le cadre de Demo 6, ça va nous permettre de faire ça. Alors, je suis pas en train de dire que pour autant la recherche par projet c'est génial, mais qu'il y a peut-être un moyen de faire du projet sabotage, ou en tout cas de détourner. Voilà, c'est un peu ce que je vous racontais sur notre usage de l'argent de l'ANR pour faire de l'anti-répression. D'une certaine façon, c'était quand même pas exactement ce pourquoi c'était pensé initialement, quoi. Ouais. Et peut-être un dernier mot là-dessus. Oui, donc on lance un projet en fait qui est soutenu par le gouvernement dans le cadre de France 2030, qui invite quand même plutôt au soutien, c'était vraiment la philosophie de cet appel, donc qui porte sur les questions démocratiques, là, il y avait d'autres appels sur d'autres questions, à la recherche-action, à la recherche participative. Le point de départ de ces gros appels à projets, en fait, c'est il faut que les sciences humaines et sociales servent davantage à quelque chose. Et il faut que vous sortiez de votre tour d'ivoire, etc. Alors, il faut voir un peu... voilà, et donc, on va essayer de prendre cette invitation au sérieux. Donc, c'est un projet qui va s'étaler sur 7 ans, qui va avoir plein de formes et de déclinaisons. Donc, il y a tout un axe qui est notamment porté par Marion autour de la coproduction des savoirs, etc. Bon, éventuellement, tu pourras en dire d'autres, qui va permettre de prolonger en fait, le travail que tu as lancé avec le GIS. Et voilà, il y a un autre axe, et ça peut vous intéresser, on va organiser régulièrement des conventions citoyennes. L'année prochaine, on va organiser une convention citoyenne pour la démocratie, où on va essayer en fait, de prendre un peu, d'aller chercher en fait, tous ceux et celles qui portent cette question-là depuis des années maintenant, depuis les Gilets jaunes, au fond, d'organiser un espace de délibération collective et potentiellement de mise à l'agenda politique dans quelle démocratie voulons-nous vivre. Et donc, j'espère que ça pourra contribuer à être un espace de démo-sabotage. Encore des demandes de questions, de développement, de commentaires, là. Il nous reste un dernier tour de questions, et questions rapides, réponses rapides, si vous le voulez bien. Merci. Oui, merci. J'ai une question dans la directe continuité là, du débat, qui est une question assez juste purement stratégique par rapport à cette question d'un épistémo-sabotage et relativement à ce que Amandine Catala appelle la domination herméneutique. Donc, si on fait l'hypothèse qu'on est un peu, en tant que chercheur, dans une forme de domination herméneutique, en tout cas relative, mais qu'on a du mal, en tout cas, aujourd'hui, à faire valoir notre vision démocratique de la science. Et si on fait aussi l'hypothèse, j'ai l'impression que c'est celle qui est partagée par les intervenants, les intervenantes, mais aussi par le GIS, de la défense d'une science pluraliste. Comment on répond à l'accusation fréquente dans la sphère politique et médiatique selon laquelle, en fait, on fait un type de recherche politique, donc il faut discréditer au motif qu'elle serait politique, qu'elle serait militante, qui ne répondrait plus aux critères de la neutralité axiologique. Donc, est-ce qu'il faut, en fait, rappeler qu'on est en fait des chercheurs sérieux parce qu'on fait de la neutralité axiologique, mais du coup on gomme en fait la dimension plurielle et toute la richesse aussi de toutes les démarches, notamment participatives, qu'on essaie de promouvoir, ou est-ce qu'il faut renoncer à cet impératif de la neutralité axiologique ou le relativiser? Enfin, moi je me pose la question de savoir comment en fait on essaie de continuer à défendre notre vision démocratique de la science dans l'espace public pour essayer de désarmer justement les logiques réactionnaires fascistes qui essaient de la défaire, quoi. Oui, bonjour. Je parle en tant que citoyen. Là, je viens au GIS depuis le premier congrès. Et deux réflexions. Une première qui est de me dire dans l'évolution, où on voit que ça va quand même de mal en pis de session en session. Mais je me dis, on n'est pas encore rendu au bout parce que vous êtes encore dans la position privilégiée de dire qu'est-ce que moi, en tant que chercheur, je peux faire pour la société civile, et pas encore dans la position de se dire qu'est-ce que la société civile peut faire pour moi, ce qui pourrait arriver un jour quand on voit ce qui se passe aux États-Unis ou des chercheurs dans d'autres domaines écologiques notamment. Et donc voilà, ça m'interroge aussi comment on pense la relation symétrique et quels intérêts vous pouvez avoir. Et la deuxième réflexion, c'était sur les objets d'études, où j'ai lu 2 bouquins là, dans l'année, Ceux qui restent, et puis plus récemment Ces gens-là, sur des territoires ruraux, périurbains abandonnés. Et
Et dans cet écart qu'il y a entre justement ces questions de demande sociale, de représentation, etc., et enfin, l'exemple qui a été évoqué sur les États-Unis et tout ça, y compris dans les travaux qui sont rendus compte dans les colloques ou autres, j'ai l'impression qu'il y a une sous-représentation de certaines populations, de certains éléments, sans remettre en cause les magnifiques travaux que vous faites. Voilà, je sais que j'avais découvert Marion il y a très longtemps sur ATD Carmonde à Angers, donc voilà, c'est très bien ce que vous faites, c'est super, mais voilà, quid des travaux sur ces champs? Dernière question. Bonjour. Moi, c'était sur un peu tous les prestataires, donc les personnes qui vivent économiquement de la participation citoyenne. Aussi, comment on fait, comment on se distancie, comment on travaille quand ils sont également présents. Et autant tout ce qui est neutralité axiologique m'intéresse peut-être moins, mais comment nous, un peu, on se positionne comme offrant un commun la participation à l'intérieur de ça. Je vous invite à vous saisir de ces 3 questions et d'en profiter pour avoir les mots de conclusion que vous souhaitez avoir aussi les uns et les autres. Qui se lance en première? Non, ben bon, il faut bien que quelqu'un le fasse. Non, moi, il y a 2 questions auxquelles j'ai envie de répondre. La première, elle est absolument pertinente, hein, la question de l'effet boomerang d'un engagement qui conduirait à une disqualification. Moi, j'ai tendance à être encore plus pessimiste que vous, c'est-à-dire que j'ai le sentiment que, quel que soit le niveau d'engagement qui est le nôtre, c'est ce que nous disons qui est perçu comme militant d'un certain point de vue. Et donc, perdu pour perdu, d'un certain point de vue, autant si on peut être utile, ce qui n'est pas toujours le cas, comme chercheur, en s'engageant un peu plus, je crois qu'on n'a pas grand-chose à perdre, à rester... non, ce qui est condamné par... nos adversaires, puisqu'ils l'ont dit eux-mêmes. Hein. J.D. Vance a dit « Mon ennemi, c'est l'université ». Ce qui est condamné, notre ennemi, ça doit être l'université. C'est quand même une phrase qui, à mon avis, indique un seuil. Donc, ceux qui se pensent comme nos adversaires ne supportent pas notre discours et qu'il soit publicisé. Si vouloir simplement éviter le risque de se faire critiquer comme militant engagé, c'est de ne plus rendre public notre discours, je crois que le prix à payer est trop fort d'un certain point de vue. J'espère m'avoir fait comprendre, c'est qu'effectivement, il ne faut pas renoncer à publiciser nos discours, parce que de toute façon, ils seront perçus comme agressifs, idéologiques, militants. Et puis la deuxième chose que je voulais dire à ce propos-là, c'est qu'il faut faire preuve d'une certaine prudence, d'un certain niveau de prudence, notamment dans l'affichage avec les acteurs politiques eux-mêmes. Alors, de ce point de vue-là, moi, je suis dans une position un peu différente, notamment de celle de Julien, qui travaille avec des acteurs du mouvement social, qui est proche d'eux, qui co-signe des choses avec eux. Moi, je suis sur une position de réserve. Et effectivement, là, pour le coup, je crois... Pour le coup, je pense que mon petit capital symbolique, que j'essaye de préserver, d'entretenir, dépend d'un non-affichage trop explicite avec les acteurs politiques. Et puis la question des prestataires, je trouve que la relation entre les universitaires et les prestataires est une relation qui, en tout cas en France, bénéficie d'instances de régulation relativement efficaces. Par exemple, parmi les choses dont je peux être fier rétrospectivement quand même, il y a le GIS avec Jean-Michel, avec d'autres. Quand on l'a créé, on est vraiment très heureux que 15 ans après, bon an, mal an, on existe toujours. Pour combien de temps, j'en sais rien. Mais bon, voilà, c'est quelque chose quand même qui m'emplit de joie. Mais il y a aussi l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne, qui est un lieu
lieu où se croisent des prestataires et quelques universitaires et qui fonctionnent comme un régulateur de pratiques. Moi, pour le coup, je suis, contrairement à certains de mes camarades, assez proche d'une partie de ce monde-là, parce que, voilà, d'une partie de ce monde-là, et j'ai toujours évité d'adopter une position dénonciatrice à l'égard de leur position vis-à-vis du marché, vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis des clients, qui est une position que moi je n'ai pas, d'un certain point de vue, parce que j'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de me positionner sur le marché et donc de faire des compromis avec mes visions idéologiques. Donc, parce que je ne leur ai jamais donné de leçon, je pense qu'eux n'hésitent pas, d'un certain point de vue, à, je dirais pas travailler avec moi, parce que je ne travaille pas forcément avec eux, mais à dialoguer avec moi. Julien, tu veux... Ouais. Bon, non, mais moi j'interviendrai du coup rapidement sur la question du lien aux prestataires de la participation, et puis je dirais peut-être un mot sur la dimension pédagogique, parce que c'est quand même très important. Donc les prestataires, effectivement, en tout cas sur certains aspects, on a besoin, le conflit entre expertise et recherche indépendante, recherche académique, à mon avis, est un conflit qui là aussi demande à être nuancé. Enfin, je veux dire, on a besoin sur certaines causes, sur certains aspects extrêmement technique, on a besoin aussi de recours à une expertise. Et de la même façon que le recours à une expertise, enfin, il y a besoin de recours à une expertise indépendante, et il y a besoin également, dans certains cas, de recours à des chercheurs qui puissent travailler avec et pour coproduire des enquêtes, etc. Et la question qui se pose, c'est celle en fait autour de laquelle un certain nombre d'associations, de collectifs comme Passons-nous, etc., se mobilisent depuis un certain nombre d'années, c'est celle du financement de cette expertise indépendante qui est au service des causes publiques et non pas commanditée, qui serait dans une indépendance vis-à-vis des collectivités locales et de l'État. Et ça me paraît important à défendre. Donc des universitaires défendent ça, et c'est bien, parce que c'est notre rôle aussi que de se rendre compte des lacunes dans les rouages de cette démocratie participative quand on rencontre les véritables problèmes parfois inextricables de certains locataires ou de certains collectifs de résidents ou de personnes affectées par des pollutions multiples dont on ne voit pas, dont l'ARS dit que on ne sait pas quelles sont les causes, etc. Bon, alors ça c'est la première chose. Et ensuite, les étudiants, effectivement, il y a des espaces universitaires, alors au sens vraiment très large, dans lesquels on peut plus ou moins travailler à la formation, à l'expérimentation démocratique avec les étudiants. Je pense que ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'ils sont des espaces très précieux, privilégiés. Dans certaines universités, c'est de plus en plus difficile parce qu'il n'y a pas de moyens. Le taux d'encadrement est extrêmement faible. On a des heures de cours, des saucissonnages qui font que, mais il faut se battre autour de ça, peut-être autour de ce que les Américains pratiquent en tant que community engagement à l'université ou extension universitaire, que cette place-là puisse être reconnue comme étant aussi celle d'une formation à l'expérimentation démocratique. Merci. Marion ? Non, c'est par rapport aussi pour réagir à l'effet boomerang, là, comment répondre à l'accusation de recherche politique. Ça me fait évoquer dans la suite de ce que Sheila Jasanoff a raconté aussi, qu'il y a aussi toute la perte de légitimité de la recherche académique qui pointe, qui se développe et avec laquelle on fait. Et quelque part, c'est un peu cynique ce que je vais dire, mais la recherche académique, en allant vers la recherche participative, c'est aussi une manière d'étendre une possibilité d'être écouté, reconnu. Peut-être que des idées peuvent être portées plus collectivement, etc. Donc ça, c'est une manière de se dire que de toute manière, on est très peu écouté depuis une dizaine d'années maintenant, bientôt. Au niveau national, les sciences sociales sont très peu écoutées. Et que, donc, et en attendant, tant qu'il en est encore possible, je pense qu'on peut continuer à dire que la recherche n'est pas neutre, quelle qu'elle soit, et donc porter le message de Sandra Harding sur l'objectivité forte, qui est de dire qu'en fait, une recherche objective, c'est pas une recherche qui se dit neutre, complètement désincarnée,
dégager des contingences matérielles ou je ne sais pas quoi. Mais c'est une recherche qui va prendre en compte le fait que les points de vue et les connaissances sont situés, de pouvoir nommer d'où ça vient. La connaissance, elle est faite par telle personne, par tel groupe, à tel endroit. Et d'être très attentif dans la production scientifique aux questions de réflexivité des individus les uns sur les autres et des processus. Et du coup, quand on est sur ce champ-là, on va dire que une recherche qui peut être qualifiée de politique, tant pis, elle pousse à un développement de la réflexivité collective générale, et pas seulement entre scientifiques, mais de la société tout entière. Donc voilà, tant qu'on peut défendre ce genre de point de vue, je pense qu'il faut qu'on le défende, puis on verra quand on ne pourra plus. Alors, que dire? Non, peut-être sur l'effet boomerang aussi. Et je pense que ce qui est en train de se passer aux États-Unis est quand même intéressant de ce point de vue-là, avec le risque, en fait, c'est vrai qu'à mesure que le fascisme nous gagne, qu'on soit un peu, ça nous conduise à nous replier sur la tour d'ivoire, à des formes d'autocensure pour se prémunir de la répression, etc., y compris dans le champ académique, alors que il est probable que la contre-attaque soit nécessaire. Au fond, on le voit bien aux États-Unis. En fait, c'est exit, voice ou loyalty. Et bon, la loyalty, en fait, pour l'instant, elle n'infléchit pas les rapports de force, c'est évident. Hein. Donc, mais en même temps, c'est compliqué de faire autrement. Bref, et a fortiori, c'est peut-être ce point que je voulais rajouter, c'est les divisions internes au sein du champ scientifique. C'est-à-dire que les attaques, elles ne sont pas qu'externes. Et les débats qu'on a là, en fait, je sais pas, là, je pensais au livre de Nathalie Heinisch. Alors, je prends un cas peut-être un peu caricatural, mais sur le militantisme dans la science, moi, j'ai été aussi beaucoup attaqué sur ces questions-là en lien avec mes recherches sur le racisme, sur l'islamophobie, etc. Moi, la façon dont j'essaie de me prémunir à minima de ces attaques au sein de l'institution, c'est de jouer sur plusieurs tableaux, au fond, et que tant qu'on continue à cocher les cases de la scientificité légitime habituelle, à savoir la publication dans des revues à comité de lecture, on est à peu près tranquille, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas complètement venir vous emmerder. Et donc, c'est de cette façon, à se dire que si je faisais que mes trucs avec mes militants et tout, à un moment, ils auraient peut-être davantage d'armes. Et donc, moi, pour me prémunir de ces attaques-là, mais ça demande un peu de travail, de pouvoir jouer sur les différents tableaux, c'est de continuer de ne pas lâcher l'affaire, y compris de publier dans des articles et des revues en anglais que personne ne lit, en fait. Mais bon, c'est un peu caricatural, mais que c'est important de faire de la science classique si on veut faire de la science dans d'autres terrains et autrement, parce que, en tout cas, moi, j'ai l'impression que ça me protège un petit peu de ces attaques, y compris à l'intérieur du champ scientifique lui-même. Et sur le rôle du GIS dans tout ça, Alice, tu vas pouvoir nous offrir une petite conclusion à ce colloque. Merci de ta contribution, cher collègue co-directeur du GIS. Non, mais effectivement, donc Julien nous invite à faire du publish sabotage, à faire du projet sabotage pour défendre la démocratie. Pour le coup, c'est une question qu'on a beaucoup discuté en fait entre nous à plusieurs reprises. Est-ce que le GIS en tant qu'institution en fait devait prendre des positions? Est-ce que on devait exister dans des formes de manière de parole collective? Ce qu'on n'a jamais véritablement souhaité faire en dehors de l'accompagnement à des activités de recherche et à des projets. Je sais pas, je m'interroge, c'était un peu le sens de ma question hier à la fin de la table ronde. Peut-être que le contexte de déconsolidation nous invite à faire alliance pour se défendre collectivement des attaques qui sont déjà arrivées et qui, on peut le craindre, vont sans doute se renforcer. Donc je ne sais pas, c'est peut-être un chantier qu'il va falloir ouvrir, c'est-à-dire peut-être de ne pas avoir simplement des stratégies de défense et de protection et ou d'engagement individuel dans leur diversité, dans leur pluralité, mais peut-être qu'il faut réussir à réfléchir comment sauver le GIS, c'est peut-être aussi nous sauver nous-mêmes en essayant d'avoir une forme d'alliance collective autour de ces enjeux de démocratie auxquels nous tenons. Je voulais juste terminer par la référence à laquelle Patrice nous invitait en ouverture du colloque hier sur cette image qui a été faite par l'artiste quand on lui a demandé d'illustrer le colloque à quoi tient la démocratie. Et la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'elle est finalement trop optimiste de savoir qu'il n'y aurait que des maigres forces qui viendraient chercher à déconsolider la démocratie alors que nous serions majoritaires pour tenter de la faire tenir. Alors on en a discuté hier soir et on se disait qu'ils étaient peut-être pas si peu nombreux, mais qu'en tout cas ils étaient extraordinairement puissants. Clément Fontan hier matin nous disait qu'on était peut-être nombreux mais assez mauvais. On a débattu là ce soir sur le fait que peut-être pas en le faisant toujours bien, mais on essaye, chemin faisant, de faire alliance. Et donc, c'est un peu sur ça que je voudrais peut-être faire tenir, de continuer à cette manière dont on essaye, peut-être modestement et pas toujours bien, mais en tout cas à faire alliance autour des enjeux de démocratie. Donc, merci d'avoir fait alliance avec nous jusqu'au bout et à la fin de ce colloque. Et puis, au plaisir de continuer à échanger avec vous dans d'autres espaces autour de ces enjeux de démocratie. Merci.